Melissa Jenkins était une jeune enseignante, mère célibataire, très appréciée de tous. Toujours dévouée, serviable et pleine de vie, elle s'occupait seule de son fils de seulement 2 ans, jusqu'au jour où elle a été victime d'un piège soigneusement planifié par un couple qui voulait abuser d'elle. Ce qui rend cette histoire encore plus douloureuse, c'est que le jeune fils de Melissa était présent au moment de l'enlèvement. Il a tout vu depuis la banquette arrière de la voiture et il est resté abandonné au milieu de nulle part jusqu'à ce que quelqu'un remarque son absence. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'affaire de Melissa Jenkins. Melissa Jenkins est née le 23 novembre 1978. En 2012, à l'âge de 33 ans, elle était une enseignante très appréciée par les élèves de l'école où elle enseignait les sciences. Elle était diplômée en sciences naturelles, poursuivait un master et était mère célibataire d'un garçon nommé Ty, âgé de seulement 2 ans. En plus d'être enseignante, Melissa avait un deuxième emploi. Elle travaillait à temps partiel comme serveuse au Creamery Restaurant depuis 18 ans. C'était un emploi qu'elle avait obtenu à l'adolescence, à 15 ans, et qu'elle avait continué à exercer toute sa vie, car les horaires étaient très flexibles. Melissa avait un ex-petit ami nommé Randy Radburn, avec qui, malgré la rupture, et même s'il n'était pas le père de son fils, elle avait gardé une amitié après leur séparation. Le 25 mars 2012, un dimanche, elle l'a appelé pour discuter un peu. À cette occasion, elle lui a aussi dit qu'elle allait sortir pour essayer d'aider une connaissance dont la voiture était en panne. Il a plaisanté en disant qu'il ignorait qu'elle était mécanicienne, mais Melissa a répondu vouloir aider la jeune femme car elle était une bonne personne, qu'elle avait déjà engagée pour déblayer la neige devant sa maison l'hiver précédent. Au fond, Randy n'a pas trouvé cela étrange, car Melissa était connue de beaucoup pour être une personne très serviable. Cependant, en début de soirée, il a essayé de rappeler plusieurs fois, mais le téléphone portable était toujours éteint. Cela a duré des heures. Inquiet, il a décidé d'aller chez elle, et quand il est arrivé, il n'a trouvé personne. Il est alors parti à sa recherche dans la région, et vers 23h30 sur une route rurale sombre, Randy a trouvé la voiture de Melissa. Un SUV Suzuki Grand Vitara, à l'arrêt mais moteur tournant, avec Ty seul en train de dormir sur la banquette arrière, complètement en sueur. Randy a compris que cette situation n'était pas normale. Melissa était une excellente mère et n'aurait jamais abandonné son fils de cette façon. Près de la voiture, il y avait des empreintes, des signes de lutte, des traces de pneus, une casquette de baseball noire avec des détails rouges, et le téléphone portable de Melissa brisé au sol, ainsi qu'une seule de ses chaussures. Ainsi, il a rapidement appelé la police pour signaler ce qui se passait. Il s'est également rendu en personne au commissariat avec Ty pour déclarer la disparition. À ce moment-là, il n'y avait aucun indice ni aucune idée d'où elle pouvait se trouver. Mais tout a changé le lendemain, le 26 mars, lorsqu'un corps enveloppé dans une bâche en plastique a été retrouvé dans une zone boisée, flottant sur la rivière Connecticut. Et c'était en effet le corps de Melissa, et il y avait des préservatifs usagés près de son corps. Avec la voiture, et maintenant un corps, la police pouvait commencer une enquête en croisant les informations. Et du fait que Randy était l'ex-petit ami de Melissa et qu'il avait trouvé la voiture, il a été considéré comme suspect. Lors de l'interrogatoire, il a parlé de l'appel qu'elle avait passé, disant qu'elle allait aider quelqu'un avec la voiture. Mais en plus de cela, ils ont comparé les bottes qu'il portait avec les empreintes laissées là où elle aurait été enlevée. Et elles ne correspondaient pas. Et comme l'histoire selon laquelle Melissa allait aider quelqu'un avec la voiture a également été confirmée par une amie à elle, qui a déclaré dans son témoignage que Melissa lui avait dit la même chose, Randy a finalement été relâché. La police a également soupçonné le père de Ty, le fils de Melissa. Mais il habitait à plus de 100 km du lieu de l'incident et avait un alibi solide pour le jour des faits. Alibi vérifié et confirmé par la police. L'autre option qu'ils ont eue a été d'essayer de recueillir un témoignage du petit Ty avec l'aide d'un assistant social.
À seulement 2 ans à l'époque, il n'a pas réussi à partager des informations cruciales. Il a seulement décrit, à sa manière d'enfant, ce qui est arrivé à sa mère avant qu'elle ne disparaisse. Il a fait des gestes en tirant sur sa propre nuque, comme pour dire que c'est ce qu'on lui avait fait. Il a dit qu'elle pleurait beaucoup, puis ils sont partis tous les deux. En regardant de plus près la voiture, précisément dans la boîte à gants, la police a trouvé plusieurs papiers, des cartes de visite. Et l'un d'eux appartenait à l'entreprise Good News Pru Snow Plowing and Towing Service, service de déneigement et de remorquage Good News Pru. Avec cela, 2 pièces du puzzle se sont emboîtées à ce moment-là. Car les enquêteurs savaient que Melissa était sortie pour aider une personne qui avait déjà déneigé son garage. Et maintenant, ils ont découvert qui pouvait probablement être cette personne. Et c'est grâce à ce petit bout de papier que Melissa avait gardé sans arrière-pensée dans sa voiture que la police a pu commencer à résoudre ce crime. La police a recherché les informations sur les responsables de l'entreprise, qui étaient un Alan Pru, 30 ans, et Patricia Pru, 33 ans, un couple qui n'avait aucun antécédent criminel auprès de la police. Alan et Patricia se sont rencontrés en ligne 4 ans plus tôt, en 2008, via un site de rencontre. Avec le temps, ils ont commencé à sortir ensemble, et lorsqu'ils ont décidé d'emménager ensemble, Patricia a déménagé chez Alan, qui vivait encore avec sa mère. La mère et les amis d'Alan le décrivent comme un bon garçon, travailleur qui, toute sa vie, avant de monter sa propre entreprise, a fait divers petits boulots pour subvenir à ses besoins, comme distribuer des journaux, faire du jardinage, couvreur, etc. Il a toujours vécu dans le Vermont, et beaucoup de ses anciens clients ont parlé de lui en termes très élogieux. Quand la famille de la victime a appris que le couple était suspecté du crime, une amie a raconté que Melissa avait déjà exprimé son malaise à l'idée d'être près d'Alan, qu'il s'était déjà présenté ivre chez elle, proposant de nettoyer à nouveau l'entrée du garage, et qu'il l'avait même déjà invitée à un rendez-vous qu'elle avait poliment refusé. Tous deux ont été convoqués pour faire une déposition, ont confirmé qu'ils la connaissaient, mais qu'ils ne savaient en rien de sa disparition, car ils ne l'avaient pas vue depuis un bon moment. Mais à ce moment-là, même si la police avait des soupçons, sans aucune preuve de lien avec le crime, ils ont été relâchés. Le lendemain, après avoir été relâchés de l'interrogatoire, Alan et Patricia sont retournés au commissariat pour déposer une plainte pour vol de sa carte d'identité et de son chéquier. Patricia a tenté d'affirmer que son ex-mari Jeffrey la poursuivait depuis leur séparation en 2007, et elle pensait qu'il aurait pu être responsable du vol. Une histoire totalement infondée, un peu fantaisiste, mais la police a dit qu'elle allait enquêter. En demandant son relevé bancaire, la police a vu qu'un chèque avait été encaissé dans un magasin Walmart. En vérifiant les caméras de sécurité de l'endroit, il a été possible de voir le couple lui-même acheter un téléphone jetable. Et en plus, Alan portait la même casquette qui a été retrouvée à l'endroit où la voiture de Melissa a été découverte. Et ainsi, ils ont ajouté une autre pièce au puzzle, car, grâce à l'historique des appels téléphoniques de Melissa, ils ont identifié un appel passé le jour de sa disparition, à partir d'un téléphone portable avec un numéro jetable. Convoquée pour être interrogée à nouveau, Patricia est restée calme et a tout nié catégoriquement. Quant à Alan, très nerveux et voyant qu'il n'avait pas d'issue, il a avoué le crime et a raconté tous les détails. Il a raconté à la police que Patricia était bisexuelle. Ils avaient une relation ouverte, invitant toujours des femmes à des rencontres occasionnelles avec eux deux, et ces rencontres avaient lieu dans une caravane qu'il possédait uniquement pour ses rendez-vous intimes. Apparemment, ils étaient obsédés par Melissa et voulaient en tout faire pour avoir une rencontre intime avec elle. Après plusieurs tentatives de sa part pour sortir avec elle et l'emmener à la caravane, ils ont fini par décider de la prendre de force. Alors, dans la nuit du 25 mars 2012, Patricia a appelé Melissa en disant que sa voiture était en panne au milieu de la route. Elle lui a demandé si elle pouvait l'aider et Melissa a accepté. Melissa s'est rendue à l'endroit indiqué avec son fils dans la voiture, mais en arrivant, elle a été abordée par Alan, qui l'a tirée par les cheveux et l'a mise dans sa voiture.
Pendant qu'ils se rendaient à la caravane, Patricia l'a étranglée pour essayer de la calmer, mais toute la situation a dégénéré, et Melissa a fini par être étouffée à mort. Ils ont alors déshabillé son corps et utilisé certains matériaux qu'ils avaient dans la voiture, comme de l'eau de Javel, pour dissimuler le crime. Pour essayer d'effacer leurs empreintes digitales sur Melissa, et une bâche pour couvrir le corps avant qu'il ne soit abandonné. Après cela, ils sont allés jusqu'à la rivière Connecticut, ont attaché des blocs de béton trouvés sur place et l'ont jeté. Ensuite, ils sont allés jusqu'au New Hampshire, de l'autre côté de l'État, et ont mis le feu à leurs vêtements ainsi qu'à ceux de Melissa, afin d'éliminer toute preuve possible encore existante. Bien qu'il ait avoué cette histoire dans cet ordre, la police ne croit pas que tout se soit passé ainsi, car à l'endroit où le corps a été retrouvé, il y avait des préservatifs. Alors, les détectives ont pensé que l'agression et l'homicide avaient eu lieu près de la rivière où Melissa a été retrouvée. Après toute cette révélation, Allen et Patricia ont été inculpés pour la mort de Melissa, accusés d'homicide au second degré et de dissimulation de cadavre. Toute cette situation de disparition de Melissa, la découverte du corps, l'interrogatoire jusqu'aux aveux, n'a duré que 3 jours. Tout s'est passé très vite et à cause de cela, les résultats de l'autopsie n'étaient pas encore sortis. Mais alors que le couple était déjà en prison, le rapport est sorti. Melissa avait les pieds attachés avec une corde et présentait de graves ecchymoses au visage, au cou, au tronc et aux extrémités, indiquant qu'elle avait subi une violente raclée avant de décéder, en plus de blessures causées par une arme à décharge électrique. De plus, les traces de bottes présentes sur la bâche correspondaient aux marques des ecchymoses sur son corps. Autrement dit, elle a également été frappée à coups de pied. Le décès a été attribué à une strangulation manuelle, confirmant la version d'Allen. Par la suite, lors de fouilles dans la chambre du couple, la police a trouvé une boîte vide d'une Vipertech, une marque de pistolet à décharge électrique. Bien que la boîte ait été retrouvée, l'arme n'a jamais été retrouvée. Lors de l'audience de mise en liberté sous caution, la demande de remise en liberté dans l'attente du procès a été rejetée et le couple est resté en détention jusqu'au début des audiences. Le couple a été jugé séparément et en octobre 2014, Allen a été le premier. Même lors de l'interrogatoire, alors qu'il assumait toute la responsabilité et racontait les détails du crime à l'audience d'ouverture, il a plaidé non coupable. La stratégie de la défense était de rejeter toute la faute uniquement sur Patricia, afin qu'il soit acquitté et puisse témoigner contre elle lors de son procès en tant que témoin à charge. Et pour cela, ils avaient quelques arguments. Allen a été présenté comme un homme très simple, avec un QI de 75, ce qui indique un niveau d'intelligence inférieur à la moyenne, mais pas suffisamment bas pour être classé comme ayant une déficience intellectuelle. De plus, ils ont affirmé qu'il avait un père autoritaire qui a influencé son esprit et l'a rendu vulnérable aux manipulations de son épouse Patricia. Toujours selon la défense, cette épouse était aussi une femme mentalement instable qui éprouvait une jalousie excessive envers Melissa. Des photos du corps de Melissa, complètement meurtri et abusé, ont été présentées au tribunal. Et tandis que sa famille et ses amis respirèrent profondément et se couvrirent les yeux face à tant de cruauté, Allen les regardait et restait aussi apathique qu'il l'avait été pendant tout le procès, sans montrer le moindre remords. Il existait de nombreuses preuves qu'il s'était trouvé à l'endroit où la voiture et le corps de Melissa avaient été retrouvés, car les empreintes de bottes trouvées aux 2 endroits correspondaient à une paire de bottes retrouvées chez lui. À l'issue des audiences, Allen a été reconnu coupable de toutes les accusations portées contre lui et condamné à la prison à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 50 ans. Le procès de Patricia a eu lieu en mars 2015, mais avant la première audience, elle a manifesté son intention de plaider coupable de meurtre au premier degré, d'enlèvement et de complot en vue de commettre un crime. Cette partie concernant le complot en vue de commettre un crime est due au fait que, lors des investigations sur son ordinateur, il a été découvert qu'elle avait effectué des recherches en ligne sur la façon d'enlever une jeune fille.
En raison de cette preuve, le ministère public ajoutait le chef de complot en vue de commettre un crime et de préméditation aux accusations portées contre elle, ce qui pouvait entraîner la peine de mort. En échange de plaider coupable, elle n'écoperait pas de la peine de mort, puisqu'elle était effectivement l'auteur de l'homicide. Elle risquait uniquement la prison à perpétuité, tout en conservant le droit de communiquer avec son mari. Au final, Patricia a été condamnée à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Melissa était une femme très appréciée de tous. Les cours de l'école où elle enseignait ont été annulés le jour de la découverte du corps et une veillée a été organisée pour le soir même. Plus de 100 amis et membres de la famille ont bravé la forte vague de froid qui sévissait cette nuit-là dans le but de rendre hommage à cette femme incroyable. L'école a également organisé un événement caritatif la même semaine afin d'aider à collecter des fonds pour ses funérailles. Comme elle poursuivait un master au moment où elle aurait été assassinée, l'institution lui a décerné un diplôme posthume, lui attribuant officiellement le grade de master en 2013. De beaux hommages étaient rendus, mais malheureusement, des choses désagréables se sont également produites par la suite. En 2014, la chaîne de BCX TV parlait de l'affaire. Et elle a montré aux téléspectateurs l'une des photos du corps de Melissa, sans présenter l'image censurée, exposant ainsi l'état de la victime à tout le pays. La photo avait été présentée comme preuve au tribunal ce même jour et montrait la scène où le corps a été retrouvé dans la rivière, maintenu par des blocs de béton. Les présentateurs se sont excusés dès que le reportage s'est terminé. Ils ne s'attendaient pas à ce que le montage du reportage commette une telle erreur, et même avec des employés licenciés, la famille a poursuivi la chaîne qui a été condamnée à payer une indemnisation. En 2016, Alan a demandé un nouveau procès, qui a été refusé, car aucune erreur n'a été trouvée dans le jugement ou dans la sentence. En 2017, le couple a divorcé, mettant fin au droit de Patricia de continuer à être en contact avec son mari, puisque ce droit a été révoqué avec le divorce. En 2021, Patricia a également demandé un nouveau procès, alléguant une mauvaise conduite de la part de tout le monde, de son propre avocat de la défense, du procureur et du juge. Évidemment, la demande a été rejetée.